En manchette aujourd'hui, eau potable, avis d'ébullition à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 5 mai. On débute par une nouvelle qui nous est arrivée de Sainte-Geneviève-de-Berthier. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a émis un avis d'ébullition pour l'eau potable pour les résidents du chemin Grande-Côte entre l'adresse suivante, le 900, et à l'autre bout, le 1950. Donc, entre le 900 Grande-Côte et le 1950. Les citoyens qui demeurent entre ces deux adresses doivent faire bouillir leur eau au moins 3 minutes avant de la consommer, et ce, jusqu'à nouvel ordre. En cette période de crue printanière, la direction de la santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, désire informer la population des risques pour la santé associés aux inondations. Voici donc des consignes à suivre afin de prévenir ces risques. Le CO2 est un gaz inodore et incolore qui peut avoir des conséquences sérieuses allant jusqu'au décès. Seul un avertisseur de CO2 peut détecter la présence de ce gaz et la signaler. Les pannes d'électricité accompagnant parfois les inondations amènent certains citoyens à utiliser des solutions de rechange comme des génératrices. Il est nécessaire de respecter les directives du fabricant lors de l'installation et de l'utilisation d'une génératrice et de l'éloigner des ouvertures, portes et fenêtres de la maison. Les appareils comme les chaufferettes d'appoint ou de camping, les poêles de camping ou les barbecues fonctionnent eux aussi avec des combustibles. On parle de propane, d'essence, de gaz naturel et de bois. Donc, ils génèrent aussi du CO2. Alors, il ne faut pas les utiliser à l'intérieur ou pour chauffer son domicile. Afin d'éviter les intoxications alimentaires en cas d'inondation, les aliments qui sont entrés en contact avec l'eau ne devraient pas être consommés. Il est aussi recommandé de trier rigoureusement les aliments réfrigérés si une panne de courant dure plus de 6 heures et les aliments congelés si la panne de courant dépasse 24 heures. Donc, on vous invite à être prudent. Si vous êtes desservi par un aqueduc, suivez les directives de la municipalité ou de l'exploitant. Les personnes qui ont un puits privé devraient considérer leur eau comme étant non potable jusqu'à preuve du contraire. Pour prévenir les maladies liées à la consommation d'eau contaminée, assurez-vous que l'eau de votre puits réponde aux normes avant de la consommer à nouveau. En cas de doute sur l'intégrité de votre système électrique, il est impératif de communiquer avec un représentant, soit votre fournisseur d'électricité ou un électricien. Les moisissures pourraient aussi se développer si l'assèchement, le nettoyage et la désinfection des matériaux et des surfaces sont inadéquats. Il est donc important d'intervenir rapidement avant que votre maison ne représente des signes de moisissure. Les personnes sinistrées peuvent présenter du stress, de l'anxiété ou de la détresse psychologique pendant et après les inondations. Vous pouvez donc joindre en tout temps afin d'avoir une assistance professionnelle adéquate et on retrouve l'information sur le site du CI3S de Lanaudière. Le 4 mai vers 14 heures, les policiers de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de la MRC de Dautré ont reçu des appels concernant un homme qui venait d'être atteint par balle. On parle d'armes longues. L'un des appels provenait d'un suspect présumé potentiel. Celui-ci a été localisé à proximité du lieu de l'événement et a été arrêté. Il s'agit d'un homme de 57 ans. La victime, un homme âgé dans la cinquantaine, a aussi été blessé. Il a réussi à fuir pour aller chercher de l'aide. Il a été conduit au centre hospitalier où l'on ne craint pas pour sa vie. Les personnes impliquées auraient un lien dont la nature reste à déterminer. L'enquête a été prise en charge par la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Trois-Rivières de la Sûreté du Québec. Le suspect a été détenu et il a comparu au palais de justice de Joliette.
Le député Yves Perron se réjouit de voir le gouvernement s'engager à financer la révision quinquennale de la norme biologique, norme que le Bloc québécois demande depuis longtemps. En effet, dit-il, alors que le fédéral s'entêtait à dire que la norme était privée, il a fait volte-face hier pour soutenir un secteur dont les pratiques environnementales sont bénéfiques pour toute la société. L'industrie biologique est novatrice, très présente au Québec et mérite d'être adéquatement soutenue et bien encadrée, de dire le député de Berthier-Masquinongé. Pour ce qui est de la transparence dans le dossier de l'édition génomique, la réaction du porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre est un peu moins enthousiaste. Nous observons que des mesures sont mises en place pour assurer la déclaration de la présence des semences issues de l'édition génomique dans les produits alimentaires. C'est indispensable pour que les producteurs et les consommateurs puissent faire un choix éclairé, de dire le député Perron. Il nous apparaît toutefois essentiel que cette transparence soit obligatoire et supervisée par l'État. Actuellement, nous sommes plutôt devant une mesure volontaire en vertu de laquelle un comité composé des producteurs biologiques, l'industrie de l'édition génomique et l'État assurera donc une surveillance, mais où on laisse l'industrie administrer la notion de transparence. Afin de protéger notre chaîne de production et de consommation alimentaire, nous persistons à croire que l'État doit gérer le processus de transparence et que celui-ci doit être obligatoire. Nous surveillons de très près la mise en place de ce comité et le processus d'évaluation annuel, considérant la proximité des groupes ne voulant pas d'une transparence gérée par l'État avec les acteurs gouvernementaux, rappelle M. Perron. Les consommateurs, l'Union des producteurs agricoles et le gouvernement du Québec demandent toujours que la transparence soit imposée dès aujourd'hui. On cite « Les producteurs biologiques ont besoin de connaître les sources de leur approvisionnement et les citoyens sont en droit de savoir ce qui se trouve dans leur assiette, y compris en ce qui concerne les produits issus de l'édition génomique. Nous ne voulons pas interdire cette technologie, nous voulons l'encadrer et assurer l'information à la population et aux producteurs, et ainsi contribuer à un meilleur avenir pour chacun. » De conclure le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Sur ce, allons à la pause. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour ce 5 mai et aussi pour ce week-end. Tout d'abord, 5 mai, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Francine Bessette. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Suzy Giroux et à Ghislain Guévremont. Samedi 6 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Huguette Courchaine et à Rénalde Sylvestre. On souhaite aussi bonne fête à Délima Provo-Richard. 7 mai maintenant, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Daniel Bonnet, à Monique Fizet et à Nicole Tremblay. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 5 mai ou encore ce week-end. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Parlons, oui, on va en parler d'éducation. Et le mouvement Parlons Éducation invite la population québécoise à prendre la parole au sujet de notre système d'éducation. Ça sera lors d'un forum citoyen qui sera tenu les 12 et 13 mai prochains au Cégep de Joliette. Parlons Éducation a été mis sur pied par 4 organisations citoyennes. Debout pour l'école, l'École ensemble, Je protège mon école publique et le Mouvement pour une école moderne et ouverte. C'est une initiative citoyenne indépendante du gouvernement, des partis politiques, des corporations et des associations. Elle repose sur le travail militant d'une centaine de personnes depuis plus d'1 an. On écoute une première partie de l'entrevue, voilà, que nous a accordé Florian Torres, responsable des communications au regroupement Parlons Éducation. On l'écoute. 3, 2, 1. Je suis en compagnie de M. Fabien Torres. Je le dis de la bonne façon, M. Torres, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous êtes l'attaché de presse pour le Forum citoyen Parlons Éducation qui va avoir lieu chez nous dans la région le 12 et 13 mai à Joliette. Bonjour, premièrement. Merci de nous parler aujourd'hui. La première question que je vais vous poser, d'où ça vient cette idée-là? On voit qu'il y a différents groupements qui ont décidé de se réunir, mais d'où est venue l'essence de créer un forum sur l'éducation? Alors écoutez, on peut avoir une fierté dans la Naudière puisque l'idée de tous les forums au Québec est venue dans mon village à Saint-Alphonse-Rodriguez, là où je vis. Et donc on s'est réunis, plusieurs acteurs en éducation. Et il y a même un article de Radio-Canada qui parle de ce moment où on a parti le projet. Et on s'est réunis, puis on s'est dit, voilà, l'idée c'est qu'on comprend que depuis une vingtaine d'années, le système scolaire se dégrade, il y a des problèmes aux différents endroits, pénurie de personnel, épuisement professionnel, vétusté des écoles, iniquité, ségrégation scolaire. Donc il fallait faire une grande entreprise de réflexion que le gouvernement ne fait pas. Donc on a voulu le faire au niveau citoyen et donc lancer des forums un peu partout au Québec pour ramener les citoyens, les parents, les enseignants, les personnels scolaires, donc toutes les personnes qui sont interpellées par les enjeux de l'éducation à venir en parler. Donc, ce n'est vraiment une invitation citoyenne. Là. Il n'y a pas vraiment de personnes politiques, il n'y a pas d'invités, il n'y aura pas de représentants, un exemple comme M. Drainville qui est de la région ici, en principe ne se présentera pas pour venir parler, non? Alors, c'est sûr qu'on peut espérer qu'ils viennent. Dans la liste d'inscription, ici à Joliette, on a plusieurs élus au niveau municipal qui se sont inscrits avec grand intérêt et qui ont témoigné, qui m'ont écrit personnellement pour me témoigner leur intérêt. Au niveau provincial, on ne sait pas trop encore, mais c'est l'idée que les personnes viennent à titre personnel, ne viennent pas à titre d'organisation. Parce que parfois, quand on vient à titre d'une organisation, c'est un peu plus compliqué de parler, on se sent un petit peu, on a peur de dire certaines choses,
Là, on vient à titre personnel. Donc, M. Dravid, évidemment, s'il il veut venir écouter, on espère qu'il pourrait venir, je ne sais pas, j'y crois pas trop pour être franc, mais on pourrait espérer qu'il vienne écouter les citoyens, qu'est-ce qu'ils ont à dire, quel qu'ils souhaitent, en fait, finalement, de leur système d'éducation. Mais oui, ça a été lancé par 4 mouvements citoyens que vous avez nommés, l'école ensemble, je protège mon école publique, le mouvement pour une école moderne et ouverte et Debout pour l'école. D'accord. Donc, on parle de citoyens, mais c'est vraiment un terme plus large. Là. On ne parle pas de parents. On parle de citoyens qui comprennent que l'éducation est importante, que ce soit des grands-parents, que ce soit des intervenants, que ce soit plein de choses qui comprennent que l'école, parce que là, on peut dire qu'on est en crise. Là, on vit présentement plein de choses qui s'est passé depuis environ 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu sais, vous me parlez au niveau des écoles, des qu'est-ce qui se passe au niveau des professeurs, là, puis même au niveau des enfants. Il y a beaucoup de problématiques qui ressortent depuis 2 mois, 3 mois, et présentement, on a tout le temps la phrase « on va le faire, on va le faire ». Je prends un exemple, la fameuse ligne là, pour déclarer des abus, des problèmes d'harcèlement, qui est une boîte vocale. C'est un petit peu, ça doit être frustrant là, comme citoyen, comme parent, de voir ça là, quand on a l'éducation locale. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, c'est des traumatismes chez des enfants, c'est des blessures profondes. On parle même de générations perdues, hein, des fois, chez certains auteurs là, d'enfants qui n'évoluent pas dans un cadre qui leur permet de s'émanciper, qui leur permet de grandir, qui leur permet d'apprendre dans des bonnes conditions. Donc c'est très difficile. Donc, les forums qui ont lieu pour l'instant au Québec ont été vraiment un grand succès et ont permis finalement aux individus, à tous les citoyens, comme vous avez dit, de s'exprimer là-dessus, de témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils voient autour d'eux. Donc ça permet de libérer la parole dans un premier temps et ça c'est déjà quelque chose de très gagnant. Là, vous me disiez que ça a été créé, cette idée-là, ici dans la Naudière. Il y a déjà eu des régions qui ont tenu des forums. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était une belle réussite? Qu'est-ce qui a ressorti? On pourrait parler en premier lieu de qu'est-ce qui a ressorti de ces forums-là. Est-ce qu'il y a eu certains consensus qui ont déjà été dégagés? Alors, au niveau des consensus, il va falloir malheureusement être un peu plus patient, puisque il y a vraiment les personnes responsables des débats, qu'on les a appelés, qui ont fait plusieurs forums et qui donc vont écrire une synthèse rigoureuse à partir de tout ce qui s'est dit. Et que pour l'instant, ce travail-là n'a pas été amorcé. Mais ce qu'on peut retenir, comme je vous ai dit, c'est que c'est ça. Il y en a eu finalement à Montréal, à Longueuil, à Sept-Îles, à Laval, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, à Chicoutimi, à Gaspé, à Drummondville et à Saint-Jérôme. Donc, puis là, et aussi Alma, Lévis, Gatineau en fin de semaine prochaine et la fin de semaine d'après chez nous à Joliette. Donc, comme je vous dis, pour l'instant, c'est qu'on a vraiment, on sent qu'il y a un désir de s'exprimer librement, ce qui n'a pas forcément lieu dans d'autres lieux de travail ou dans d'autres sphères, en fait, dans d'autres lieux de parole. On sent un désir d'agir réellement. Donc ça fait partie des choses. On commence déjà à se réunir par rapport au fait. On a une réunion, toutes les personnes impliquées dans les différentes régions pour se dire qu'est-ce qu'on fait dans l'année 2, puisqu'il y a les personnes manifestent l'intérêt de continuer cette discussion-là, d'avoir encore ces espaces-là et d'essayer de trouver des pistes d'action qu'on peut faire parallèlement aux pressions qu'on peut faire au niveau politique. En cette année marquée par le 35e anniversaire de la fondation du musée Gilles Villeneuve à Berthierville, l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve est fière d'annoncer que sa pilote Marie-Soleil Labelle sera au volant de la Nissan Sentra Nismo, arborant le numéro 27, rappel du regretté champion Berthollet. Ça se passera lors de la Coupe Nissan Sentra 2023. De plus, suite à l'invitation de partenaires 2023 de l'équipe de course du musée, Gilles Villeneuve, Lucas Oil Permatex, Marie-Soleil Labelle sera au Salon Autosport de Québec qui se tient ce week-end, les 5, 6 et 7 mai,
au centre de foire Exposité dans la vieille capitale, donc à Québec. Lors de l'événement, on procédera au dévoilement officiel de la Nissan Sentra numéro 27, propulsée par Clic Crédit, membre du groupe Véloce, voiture que pilotera la jeune pilote cette saison. Ce n'est certainement pas un hasard si l'histoire inspirante de Marie-Soleil Labelle se retrouve en pôle position dans le livre Mission, non aux étiquettes, récipiendaire du mérite, du mérite citoyen Gatineau 2022, où elle demeure, et vice-championne du championnat pôle position de la Coupe Nissan Sentra 2022 en classe Micra. Marie-Soleil Labelle vient de terminer sa deuxième année universitaire au double baccalauréat en génie mécanique et technologie de l'informatique. Marie-Soleil est maintenant prête pour son retour en piste. Née avec un trouble de développement du langage, un TDL, Marie-Soleil Labelle commence son troisième mandat en tant que porte-parole du regroupement TDL Québec. La jeune femme veut certainement faire connaître le TDL aux quatre coins du Québec et elle se sert de la puissance du sport automobile pour informer et sensibiliser Québécois et Québécoises au sujet de cet handicap invisible, le TDL. 2023 sera pour moi une grosse saison de sport automobile, a-t-elle mentionné, et ce, tant sur la piste qu'hors piste. Débutant avec ma participation au Salon Autosport Québec, j'aimerais inviter les passionnés de sport automobile à venir me rencontrer au kiosque numéro 210. J'y serai avec la Nissan Sentra Nismo 27. Donc, venez voter pour la création du design graphique de la voiture. C'est signé Graphtec, la compagnie Graphtec. Donc, on se souligne Marie-Soleil Labelle qui est prête à partager avec les amateurs de course sa passion et son enthousiasme. On rappelle maintenant que la conférence qui devait avoir lieu le 7 mai à Lanoraie sur la décarbonation des bâtiments vers des territoires zéro émission nette est remis à plus tard. Donc, ça a été annulé et c'est reporté à une date à confirmer. Ça devait se dérouler au pavillon Jean Bourdon dimanche après-midi, donc c'est remis. On rappelle aussi que l'organisme L'Envol vous invite à son spectacle d'humour pour lever des fonds. Et bien sûr, ça se déroulera vendredi 19 mai, 20h, à l'église Sainte-Geneviève à Berthierville. Le groupe d'entraide en santé mentale L'Envol invite pour l'occasion l'humoriste P.A. Méthode. Donc, les billets sont en vente. On parle de 40 $ par billet pour aider l'organisme à offrir des services. Ça se déroule dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale. Donc, c'est une invitation. L'Envol vous invite à assister au spectacle de P.A. Méthode le 19 mai, vendredi. Sur ce, passons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations.
Au CHSLD Champlain-le-Château de Berthier, le 10 avril, à 88 ans, est décédée Mme Claire Hainaut, épouse de M. Azélus Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémy, Rosalie, Nathan, Alexis et Laurence, Jeanne, Emma et Claire. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Marie Pellerin, Annette Hainaut, Régent Dauphin, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Fernand Bellumeur, Françoise Poulette, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 13 mai dès 13h à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles au même lieu à 14h30. C'est avec un profond regret que la famille de M. Richard Darvaux vous informe de son décès subi le 21 avril dernier. Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole Marcille, sa fille Viviane et son conjoint Frédéric Marcotte, son fils Philippe et sa conjointe Jessica Maucran. Ses petits-enfants Charles-Alexandre, Félix-Olivier, Élie, Samy, Helena. Ses frères Denis Darvaux, René Darvaux, Francine Laforêt et Maurice Darvaux, Marie-Claude Valois. Ses neveux, nièces, autres parents, amis, ainsi que ses employés et leurs familles. Comptable de profession, entrepreneur dans l'âme, il a été à la barre du groupe Bermex Incorporé, aujourd'hui Meubles BDM, depuis 1987. M. Darvaux a toujours été un homme avec un grand cœur, un homme juste et équitable, un bon vivant. Et c'est autour d'une table, un bon verre de vin à la main, qu'il célébrait la vie, les succès et l'amour des siens. Au cours des dernières années, il a pleinement profité de la vie avec davantage de temps auprès de sa famille et de ses petits-enfants adorés, au Québec, en Floride et même ailleurs dans le monde. L'industrie du meuble et de l'entrepreneuriat a perdu un grand homme. M. Darvaux était ambitieux, un bâtisseur et un visionnaire. Son départ attruste évidemment sa famille et les gens qu'il côtoyait. S'il vous plaît, on vous invite à compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine, une cause qui lui tenait à cœur. La famille vous accueillera vendredi 12 mai de midi à 16h et de 18 à 21h au complexe funéraire Thériault à Berthierville, ainsi que samedi le 13 mai de 9h à midi. Donc voilà, sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 13. Vendredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 5. Samedi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de 11, un temps ressenti de 10. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 21. Samedi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 16, un temps ressenti de 15. Samedi nuit, ce sera dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Dimanche matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 11. Dimanche après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 20, un temps ressenti de 20. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Dimanche nuit, c'est généralement dégagé, une température de 7, un temps ressenti de 5. Et voilà, c'était tout pour votre météo.